Alors, bienvenue au deuxième épisode de La Baraque. Alors, ce soir, je suis avec nul autre que Hydra. On va vous présenter du bon contenu de qualité. On a déjà eu plein de commentaires. Alors, merci à tout le monde qui nous a écrit. On a un petit peu ajusté le contenu du deuxième épisode en fonction de vos commentaires. Alors, Hydra, qu'est-ce qui s'est passé de bon cette semaine dans StarCraft? Beaucoup de choses, en fait, on a un bel épisode à vous présenter. C'est effectivement le deuxième épisode de La Baraque. Alors, bonsoir à tout le monde et bienvenue sur nos ondes. On commence justement avec un événement qui s'est passé récemment où tu as été, c'est le Meltdown de Montréal. Ouais, ben c'est ça, tu sais, pour ceux qui étaient déjà venus à des éditions, avant c'était le lundi soir, c'était un peu plate, mais là, avec le temps, ils ont vu qu'on était sérieux, on venait tout le temps, on avait le stream, on avait toujours une 10-15 de personnes à Montréal, alors on a finalement le samedi soir. On a fait notre premier event, je pense que ça fait déjà 2 ou 3 semaines, au Meltdown de Montréal. Ouais. Samedi soir? Ah ouais? Yes. Nouvelle case alors, au Meltdown, c'était vraiment bien. On a eu plein de monde, plein de nouveaux. Dans le fond, l'événement, c'était apporter votre noob. Alors, dans le fond, les gens là, se présentaient. Tu sais, il y avait principalement un niveau, je dirais, entre bronze et platine. Alors, c'est le fun. On a pu avoir du monde de tous les niveaux. On a crissement eu du fun. Merci à ceux qui ont financé l'événement. On a pu donner des bières, des pizzas. Alors, shout-out à tout le monde qui est derrière, dans le fond, là, tout ce qui se passe à StarCraft au Québec. Des fois, on a l'impression qu'il n'y a plus grand-chose. Tu sais, c'est plus comme les Barcraft dans le temps au 12-34 avec 500 personnes. Mais, guys, on a juste besoin de les réorganiser, là. On sait que le monde se déplace pour ça. Mais ça, c'est ce qui s'est passé au Meltdown à Montréal. Et sinon, cette semaine, la semaine passée, il y avait le WCS Qualifier pour Austin. Alors là, on enchaîne avec la deuxième vague du Qualifier, dans le fond, la deuxième partie du Round of 16. Et dans le fond, il y a aussi, dans le fond, ça va être l'édition du North America et d'Europe, là, pareil comme la semaine passée, donc Europe en premier, Amérique en deuxième. Et on va aller voir les joueurs qu'on a cette semaine, dans le fond. C'est en ordre de skill, hein, je pense. C'est Europe en premier, né en dernier. Ouais. Ouais, justement, en parlant de la WCS Austin, c'est effectivement le temps des qualifiers. Alors, on va commencer avec les qualifiers du côté nord-américain. Donc, a.k.a. NA. Piou, piou, piou. Comme vous le voyez à votre écran, on a le groupe C qui va jouer le 21 avril. Et on a notamment notre bon joueur canadien, très bon joueur canadien, c'est nul autre que Massa. Massa qui est déjà, ils l'ont bien placé, moi je trouve, parce qu'il est déjà en haut du bracket. Ouais, parce qu'en regardant les autres no-name un peu, le gars qui d'habitude gagne toutes les ETS, à part la dernière fois où il s'est fait rincer par Semper, je pense qu'il y a un groupe facile un peu quand même. Ouais, il a pogné un petit peu de garnotte d'un roux la dernière fois à l'ETS, malheureusement. Il faut dire quand même qu'il jouait pas sur son propre setup. Et malheureusement, ça ne l'a pas avantagé pour la finale. On vous le rappelle, Semper qui a gagné justement 4-0. 4-0. En fait, c'est 4-1, mais c'est parce que Massa avait la win parce qu'il avait gagné précédemment dans le bracket. Mais techniquement, ça fait 4-0 à Semper. Donc, il y a Massa qui est de retour pour nul autre que le qualifier de WCS Austin. On a Chichada, qui est, en fait, c'est trois autres joueurs américains, pardon. Donc, Chichada qui est l'autre concurrent. On a Panda, Bear Me pour les gens qui le connaissent, c'est Starkiller qui sont des joueurs un petit peu plus obscurs, comme tu le disais. C'est pas des joueurs que je connais particulièrement, mais ils vont avoir la chance de pouvoir prouver de quoi ils sont capables à l'intérieur du qualifier. Ouais, parce que techniquement, il y en a 1, 2, 3 qui va passer. Alors, Panda, Bear Me, Starkiller, déjà plus connu, perce quelques fois dans les WCS, mais Cicada, moi, c'est aussi Cicada ou whatever. C'est la première fois que je le vois pour être dans un WCS Qualifier. Yes. Mais je pense que le groupe de dimanche, c'est le groupe le plus attendu pour plusieurs raisons. Là, moi, je vois plusieurs noms que j'aime ici. Là. Ben oui, on a No Regret, Puck, Raze et Bio Ice qui vont se débattre pour les 2 premières places du bracket pour pouvoir avancer justement dans le tournoi de la WCS. No Regret qui est impliqué dans un projet particulier quand même, une gaming house, si je me trompe pas, qui s'appelle The House, qui est située en Corée du Sud. Ouais, pas du Nord. Puis en fait, c'est ça. Il y a même passé, il y a eu un petit interview avec No Regret justement qui a été fait par Rad, là, qui est comme
je me souviens plus, je pense que c'est le laboratoire journalistique là, de Radio-Canada. Alors, ils ont fait un beau 10 minutes là, que Tristan avait posé sur le hub. Vraiment, allez voir pour vrai si vous voulez un petit aperçu qu'est-ce qui se passe en Corée quand on décide d'aller jouer chez les gros joueurs. Puis dans la house, comme on disait, il y a Scarlett, Neeb, No Regret, Serral, Elaser. C'est tous les gros top foreign. Ouais, il y a beaucoup de gravitas de StarCraft 2 qui sont à l'intérieur de The House en Corée du Sud. Alors, on vous invite à aller faire un tour sur RAD, qui est la branche de Radio-Canada sur le web. Alors, c'est ça le groupe D qui est une grosse pointure et on va poursuivre avec la WCS Austin, les qualifiers européens. Oui, alors comme on avait dit tout à l'heure, dans le fond, chacun des groupes, les groupes C et D vont être joués, les deux groupes C vont être joués samedi, les deux groupes D vont être joués dimanche. Alors, dans le groupe C, on a vraiment la grosse pointure du moment. Oui, je sais, Rainer, là, il a impressionné pas mal de monde, mais on s'entend le top Zerg, le top player EU en ce moment, c'est Serral. Fait que, en fin de semaine, premier groupe européen, comme d'habitude, infestation de Zerg, parce qu'on est en Europe. Alors, Serral, Bly, un joueur super. Je sais pas si t'as vu à la WCS, la dernière fois, il avait fait des vidéos sur les joueurs à la BlizzCon, celui sur Bly est vraiment sick à aller voir. Puis il y a toujours des strats vraiment pétés, les Drop Queen, les Nidus, les Roach Push, tu sais, tous les trucs les plus agressifs du monde, là, je pense que ça décrit bien Bly. Petit Drogo, qui, ça fait déjà 1 ou 2 ans qui est revenu un petit peu plus prédominant sur StarCraft, mais je pense qu'il se fait même un peu shade out par DNS ou même Shutdown des fois. Alors Petit Drogo là, qui a de la misère, on va voir s'il va être capable de passer. Et Starbuck, un joueur qu'on connaît un peu moins, mais qui est là dans la scène là, depuis très longtemps. Et dans le groupe B, on a nul autre que Elaser, Arstum, Stefano et Mana. Alors Stefano, ça me fait quand même rire qu'il réussit à se requalifier à chaque fois parce que oui, il a déjà été le top foreign, mais en ce moment, je pense pas qu'il est même proche du niveau qu'il a déjà atteint. Là. Oui, il met moins d'heures, de ce que j'ai compris. Je pense qu'il a fini les études, je pense qu'il est revenu à temps plein, mais je voudrais pas dire n'importe quoi. Mais oui, effectivement, je pense qu'il met beaucoup plus de temps. Je sais qu'il a été justement à la house en Corée. Il faudra voir s'il est encore là. Sinon, Arstem, Arstem, je trouve qu'il a vraiment step up son game, là. Tu sais, la joke, justement, du Take TV House, de Take TV en Allemagne, c'était toujours The Year of Arstem. C'est toujours le Year of Arstem parce qu'il va toujours gagner de quoi. Puis c'est comme un peu la joke, genre, c'est toujours son année, comme genre les années chinois, mais c'est toujours l'année à Arstem. Fait que c'est un petit peu la joke, mais je trouve que récemment, il a vraiment step up son game. Puis Mana qui a toujours été un top Protoss Euro, on va voir s'il va réussir à sortir. Mais moi, j'aurais une prédiction à faire, là, je dirais Elaser, Arstem, Mana, Stefano. Donc, moi j'ai une petite question pour toi, Xanatos. Là, les formats de la WCS, en fait, c'est bien beau tous ces noms de joueurs-là, mais comment est-ce que ça marche dans les faits? C'est ça, effectivement. Tu sais, souvent, on parle du WCS Circuit. C'est quoi? Ben, en fait, on va vous le présenter rapidement parce que des fois, quand on commence à StarCraft, on se demande, ouais, mais là, il arrête pas de parler d'event, il arrête pas de parler de ville, il arrête pas de parler de tournoi, mais je comprends rien, Callis. Fait qu'on va vous montrer un petit peu comment fonctionne le WCS Circuit. Avant, il y avait la Star League, il y avait plein d'autres affaires. Alors, 2018, on a revu un petit peu le format. Alors, de la manière que ça fonctionne, si vous connaissez moindrement un peu le gaming, vous avez entendu parler de la BlizzCon. Je pense que c'est le plus gros event de gaming vraiment là relié aux ordinateurs. C'est sûr qu'il y a l'E3, il y a la PAX, il y a plein d'autres trucs, mais je pense que la BlizzCon est vraiment le plus sold-out event. Alors, pour se rendre à la BlizzCon, par exemple, il faut que tu te qualifies. Fait que dans le fond, de la Corée, il y a 8 spots, puis de tout le monde, sauf la Corée, dans le fond, il y a 8 spots aussi. Alors, de la manière qu'ils se sont décidés, ces 8 spots-là, si on est en Corée, les 3 gagnants de GSL vont prendre les 3 premiers spots. Si quelqu'un gagne 3 fois, ce qui est impossible à la GSL de suite, à moins qu'il s'appelle Nesty, parce que fucking Nesty, ben c'est impossible. Donc, il devrait avoir 3 players qui devraient être là différemment. Okay. Mais si, mettons, il y en a un seul qui gagne... qui gagne les 3, ben à ce moment-là, les 2 autres prochains joueurs, c'est les 2 gagnants des Super Tournament. Puis ensuite, si t'enlèves ces 5 joueurs-là, il reste 3 joueurs, puis là, en fonction des points qu'ils ont accumulés dans chacun des events. Mais si t'as des champions qui sont pareils, ça rajoute un spot. Fait que si t'as un gars qui a gagné les 3 GSL, ben il y a un gars de là, puis il y a 2 gars des Super Tournament, fait qu'il va y avoir 5 gars qui vont être choisis au ranking. Exact. Donc, ce qu'on appelle les fameux WCS points. Ouais, exact. C'est ça qu'on peut amasser en faisant des qualifiers et autres. Sinon, il y a aussi un spot qui est réservé au Global, celui qui gagne la IEM Katowice.
Alors, c'est TY le dernier qui a gagné? Je pense que oui. Alors, TY, ben, ça enlève un spot à la Corée automatiquement. Et il va y avoir le GSL against versus the World All-Star Event qui va être là pour les gagnants de pour les gagnants de tous les events coréens. Alors, il y a un autre champion qui va émerger, qui va automatiquement là, être cédé à la BlizzCon. Et là, ça peut être un Coréen comme un Foreigner. Oui, c'est ça, exactement. On s'entend qu'à chaque fois, ce tournoi-là, usuellement, produit un Coréen comme gagnant, mais on sait jamais. Je trouve que en 2018, plus que jamais, on a des Foreigners qui sont là, qui sont deep down the game, qui se rendent vraiment loin. Scarlett qui a fait la run avec la GSL, je veux dire, on est proche là d'une semi-finale avec Genro comme en 2010, là, puis il y a des gars qui se rendent loin. Sinon, le WCS Circuit, pour le monde, comment est-ce qu'il fonctionne? Il y a 4 destinations. Leipzig, Austin, Valencia et fucking Montréal au Stade Olympique. Et dans le fond, chacun des gagnants va être décidé automatiquement dans le fond, il y a 8 places. Alors les 4 premiers vont être attitrés aux gagnants de ces 4 events-là. Ouais. Et comme la dernière fois, tu sais, l'année passée, Nib en avait gagné 3, donc c'est exactement la même chose que pour la Corée. Ben, s'il y en a un qui gagne, automatiquement les autres vont être décidés par les challengers. Les challengers, c'est ça, exactement. Les gagnants des challengers qui vont être décidés là, automatiquement, mais je pense que ça va être aussi avec les ladder points, là, dépendamment s'il y a quelqu'un qui gagne 2 tournois. Fait que c'est pour vous donner une petite idée, en fait, là, à quoi ressemble là, le WCS Game. Ce sont les plus gros tournois. C'est sûr qu'il y en a d'autres, comme Tech TV qui fait les Home Story Cup, qui sont fucking nice à regarder et tout. Ouais. Mais généralement, c'est... ces events-là sont un petit peu plus petits. Il y a les Nation War aussi qui est super gros. Il y en a plein d'autres, mais ceux-là vont aussi attribuer des points pour le WCS Circuit, mais vont pas vous qualifier automatiquement un seed à l'intérieur de la BlizzCon. Donc, on va passer au prochain sujet. On va vous ramener beaucoup plus près de nous, en fait. On a un invité spécial aujourd'hui à vous présenter. Et l'invité spécial d'aujourd'hui, c'est un joueur québécois reconnu quand même dans la communauté qui nous offre de très belles performances d'événement en événement, en fait, j'ai envie de dire. Alors, j'aimerais vous présenter, en fait, un joueur qui s'appelle Dai Zakro. C'est un joueur Zerg qui est de la team NG. Et les events récents auxquels il a participé, évidemment, c'est la Polybash dans les dernières années. Il a bien performé aussi aux différents ETS qui ont eu lieu à Montréal dans les dernières années. Notamment, il participe à la Tier League également. Oui, il s'est déjà rendu très loin aussi là dans la Tier League. À l'ETS, je me souviens l'année passée, il avait fait le prize pool. Je me souviens plus cette année, mais c'est ça, tu sais, quelqu'un qui se débrouille très bien. Le maître de la zerguerie, vraiment de la fourberie, un peu le Blaye québécois. Si vous avez mon idée. Alors, bonjour Frank, comment ça va aujourd'hui? Hey, ça va bien vous autres les gars? Ça va super. Alors, merci de ton temps. Alors, on va commencer avec la première question que j'ai pour toi aujourd'hui. Quel est ton joueur préféré? On vient de parler justement de différents joueurs qui vont participer au qualifier de la WCS et je voulais savoir en fait si tu avais un joueur modèle ou un joueur préféré de StarCraft. Ben oui, j'en ai un, mais bizarrement, c'est pas un joueur qui joue la même race que moi. Je suis un joueur de StarCraft, moi c'est vraiment le brain que j'aime, que j'admire, là, l'espèce de deception que le joueur est capable de produire chez son adversaire. Puis je trouve le meilleur joueur de tous les temps, en fait, c'est SOS. Oh ouais. Ben, en fait, qui joue encore en ce moment. Mais sinon, un joueur qui était un peu du même style, qui rentrait vraiment dans la tête de son adversaire, c'était Life. Mais malheureusement, il est arrivé des petits accros dans sa vie. Free Life! Free Life, please! Mais c'est ça, c'est deux joueurs vraiment qui utilisent leur brain avant tout. Puis c'est vraiment des bons modèles à suivre. Alright. Good. Je voulais savoir ensuite si tu avais une unité préférée à StarCraft 2. Oui, en fait, j'aime beaucoup la Viper. C'est une unité assez versatile puis pas facile à utiliser. Mais je crois que je la maîtrise quand même bien, puis ça peut produire des espèces de gros upsets ou des gros... J'aime les unités qui produisent de la hype, comme qu'on dit. Les spellcasters, dans le fond. Là. Ah, je suis quand même doué avec les spellcasters. Les spellcasters. Alright. Fait que, comme on l'a dit un petit peu précédemment, tu joues Zerg. Est-ce que, j'imagine que tu as un match-up préféré? Oui, ça n'a pas toujours été le cas, mais en ce moment, c'est vraiment mon Zerg versus Zerg qui
mon match-up où j'excelle le plus et que j'apprécie le plus, ça vient vraiment du changement qu'il y a eu dernièrement avec les lurkers, l'upgrade pour les lurkers Burrow. Ah ouais, les Burrow à la vitesse de la lumière. Là. Ah, puis ils sont plus rapides aussi, donc ils suivent vraiment ton armée, puis ça produit vraiment un late game que j'adore, que je suis capable de comprendre mieux que mes adversaires, j'ai l'impression, puis pour l'instant, c'est vraiment le match-up préféré. Ouais. Moi, je te dirais, j'ai commencé à jouer Zerg là, récemment, puis je te dirais, le ZVZ, c'est mon match-up que je déteste le plus. Là. Moi, je fais un gros link bien all-in. On se débarrasse de ce game-là le plus rapidement possible pour continuer à faire des Nidus chez les Protoss et chez les Terran. Alors, on voulait savoir aussi, t'aurais-tu un petit conseil à donner à quelqu'un là, qui vient de commencer ou qui est déjà rendu en Gold puis en Platinum puis qui voudrait s'améliorer? En fait, oui, j'ai un bon conseil. Le premier conseil, c'est de trouver un but. Est-ce que tu veux juste avoir du fun, puis juste troller un peu avec tes amis, ou y aller. Trouve-toi vraiment ton but. Qu'est-ce que tu veux faire avec StarCraft? Puis si tu veux être sérieux comme moi, ça fait longtemps que je joue à ça, puis j'ai tombé en amour avec le jeu, puis je voulais être vraiment sérieux là-dedans, puis ça a fait que je voulais pratiquer ma macro game. À chaque game, c'est macro game tout le temps. Tryhard toutes les games dans le fond. Là. C'est ça, moi je tryhard pour aller late game. C'est ça mon but. Je veux être bon late game. Puis ça a été ça depuis le début, même à StarCraft 1. Mais si la personne n'avait pas autant de temps que moi à consacrer au jeu ou n'importe quoi, ben je te conseille de faire juste des all-in, puis de faire du fun ou juste de la team game. Puis... Mais sinon, un conseil vraiment pratique, c'est ça. Vas-y avec ton feeling, puis étudie les builds des pros, puis essaie d'être versatile, puis d'être flexible dans tes builds, puis surtout d'avoir du fun, en fait. C'est ça le premier but. Ouais, pour un jeu qui est souvent stressant, effectivement. Des fois, il y en a là qui oublient d'avoir du fun parce que c'est stressant les 1 contre 1. C'est du jeu... C'est quelque chose à faire là. On s'entend pour tous ceux qui se sont rendus assez loin, au moins master là, comme of course Zacro qui est GM, moi qui est master, Hydra a déjà été master. Pour te rendre là à un moment donné, il faut que tu décides comme Frank il dit là, est-ce que tu try hard ou tu veux pas. Puis si vous voulez rester lowly puis quand même avoir vos petites wins là, effectivement là, des beaux petits all-in là, c'est toujours. Ça passe toujours bien et c'est relativement facile d'exécution. Donc Zacro, écoute, un petit peu plus tôt, je t'ai posé la question. À savoir qui était ton joueur préféré, puis j'ai aimé ta réponse au sens où tu disais que tu cherchais comme un trait chez quelqu'un ou plus une attitude que le niveau performance. Alors j'aimerais ça te relancer là-dessus, puis je voudrais savoir, toi à ton niveau, qu'est-ce que StarCraft t'a apporté dans ta vie? Ça m'a apporté tellement de choses, sérieux. Ça m'a apporté une éthique de travail. J'ai remarqué ça, mettons, quand j'étudie ou que je suis au travail. C'est pas pareil comme avant, je peux vraiment voir la différence. Je suis vraiment efficace, je prends les bonnes décisions quand il faut. Je suis rapide, ça va vraiment vite. On dirait que les connexions dans mon cerveau se font plus vite. C'est merveilleux. Je sens que mon cerveau il est en bonne santé puis ça fait du bien. C'est surtout ça là. Sinon, qu'est-ce que ça amène d'autre? Ça amène une belle communauté aussi là. J'ai rencontré plein de gens de partout dans le monde, puis c'est merveilleux. Mais ça, c'est avec tous les jeux vidéo. Là. C'est un beau monde. Excellent. Alors, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et pour ton temps. On va passer à la prochaine rubrique, en fait, qui s'appelle la saveur du jour. Alors, on reste avec toi, Frank. On voudrait savoir, en fait, la saveur du jour, je vais vous l'expliquer en premier. La saveur du jour, c'est une rubrique... hebdomadaire qui va faire partie justement de l'émission de la baraque. Pardon, mensuel. Ouais, mensuel. Oui, j'ai dit hebdomadaire. C'est mensuel et comment ça va fonctionner, c'est qu'on va avoir un invité qui va amener un replay avec lui, donc une partie qui a déjà été jouée. On va pouvoir l'analyser avec lui. Il va nous montrer justement étape par étape comment est-ce qu'on peut exécuter un certain opening ou un certain build. Donc, ça va donner justement probablement plusieurs idées aux gens qui regardent l'émission pour pouvoir sortir un petit peu du jeu standard de StarCraft et des builds qui se retrouvent dans notre zone de confort, en fait. Alors, qu'est-ce que tu as à nous montrer aujourd'hui, Frank? Oui, en fait, j'ai sorti une replay qui est un peu hors norme. C'est pas une macro game standard, mais qu'est-ce que je voulais démontrer par cette replay-là, c'est surtout
comment s'adapter, puis comment changer de fusil d'épaule, là. Parce que c'est vraiment ça, StarCraft. Faut que tu scoutes de quoi, faut pas que tu sois comme pris dans un carcan. Pis... Faut pas que tu sois blind, là, que genre t'as vu ton build de pro, tu l'as pratiqué par cœur. Pis... C'est exact. Tu sais, mettons, comme là, c'est un Zerg contre Protoss que je vous montre là. La macro game, habituellement, c'est le Zerg va open Stargate. Mais là, le Protoss va open robot, un fast robot, là. Puis, ça fait que moi, ma réaction quand je vois ça, c'est vraiment différent que contre une Stargate. Donc, c'est ça. On peut commencer la revue. Je vais nous diriger là, tranquillement, pas vite, sur StarCraft 2 pour aller voir le replay. Alors, est-ce que tu es prêt, mon cher Zagro? Yes, sir! Alors, 3, 2, 1 et on pause. Alors, on peut voir en bas à droite ta belle Zergerie bleue. Et tu joues contre un Master 1, je pense? Oui, Master 1 d'Europe. C'est la fin de semaine dernière, j'avais un tournoi en Russie. Ben, je me suis pas déplacé en Russie, mais je veux dire, c'était tous des joueurs de Russie sur le serveur Europe. Donc, ça, c'est ma pratique du matin pour l'avant-tournoi. Puis, tu peux peut-être mettre ça à x2, que la game, elle dure quand même une vingtaine de minutes, je veux pas... Alright, parfait, faut qu'on va mettre ça un petit peu plus vite. Puis, justement, on parlait de tournois, là, c'est ça, tu sais, n'hésitez pas, nous, c'est sûr qu'on va essayer de relancer la Piloting puis la Tier League, mais n'hésitez pas à vous inscrire, il y a plein d'autres petits tournois, même américains, européens, vous jouez avec un peu de lag, c'est toujours un peu drôle. Allez vous tenter, non seulement sur le ladder, mais les tournois, moi, je trouve ça toujours plus excitant. Ouais, puis il y a certains sites justement sur lesquels on peut consulter les différents tournois hebdomadaires. Alors, il y a des tournois gratuits, des tournois avec des price pools de 50$, 100$ qui se donnent à chaque semaine. Puis c'est des groupes de joueurs qui sont très intéressants pour lesquels on peut pratiquer justement et développer notre style de jeu en format tournoi. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au lieu de faire du ladder, ça devient justement des formats de tournoi. Sinon, Zako, pour nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé depuis le début, dans le fond, c'est un 17 pool, 17 gas, 17 pool, 17 hatch? Non, c'est la hatch en premier. OK. Donc puis, on a 17 hatch, 17 gaz et 17 pool. Exactement. Pas mal la standard côté Zerg. Par contre, côté Protoss, on a une forge. Ça fait vraiment HOTS, là. Ça fait longtemps que j'avais pas vu ça. Puis là, dans ma tête, je me suis dit, en voyant une forge, je vais avoir un timing avec un +1. Déjà, je me suis dit ça, là. Donc l'Overlord était à la bonne place pour aller voir justement les bâtiments de Protoss. Je me suis toujours tout de suite dit, il sera pas agressif avec ça, mais B2 est déjà planté, il n'y a pas de canon là, j'avais scouté. Donc, ça va être probablement un timing +1, avec peut-être des îlots, peut-être Immortal Sentry, quelque chose comme ça. J'avais déjà ça en tête, là. OK. Puis, dès que tu arrives à ton centre de gaz, t'enlèves les 3 workers dans ton gaz aussi? Ouais, exactement. C'est une raison pourquoi tu fais ça? C'est parce que t'en auras pas besoin tout de suite? Ou... C'est ça, t'en as aucunement besoin. Dans le temps, j'aimais bien faire mon Overload Speed, mais la méthode a changé. Pratiquement toutes les Protoss open Stargate avec juste un Phoenix pour péter tes Overlords. Donc ça devient pas rentable. J'aime mieux sacrifier carrément un Overload qui va me coûter au bout du compte 100 de minerais au lieu de 100 de gaz. Ouais. Puis j'ai l'information que je veux. Après ça, je vais avoir une layer pour scouter avec un Overseer. Donc. OK. Fait qu'éventuellement, tu vas prendre une Quick Turd avant de reminer du gaz. Ouais, exactement. Parfait. Puis les 2 queens, c'est ça, là, pour ceux qui sont un petit peu plus nouveaux, quand on fait un 17 hatch, 17 gaz, 17 pool, ben dès que la pool va se terminer, on va avoir 100 gaz. Si on les a mis dès que le gaz est terminé, on va pouvoir partir speed et 2 queens. Exact. Alors, je vais relancer le build, si tu veux nous en parler un petit peu, Zako. Ouais. Pour l'instant, c'est sûr que ça va être des drones. Je fais 2 Zerglings juste pour des nice on scout. J'ai vu qu'il allait se cacher en haut à droite. C'est important de le trouver, ce probe-là. Des fois, je vais même aller sur la map avec mes Zerglings pour aller tuer le probe. Okay. Là, il fait un canon chez eux. Ça, c'est pas standard, vraiment. Là. Je vous conseille pas pour les joueurs Protoss de copier ce BO-là. C'est pas... c'est un peu trop safe. C'est un peu trop safe, puis les défenses statiques, ça l'aide pas vraiment dans le mid-game. C'est ça, puis en plus, il enchaîne sur la robot, comme tu disais, là, contrairement à la Stargate, là, qui est plus choisie chez les joueurs Protoss ces temps-ci. Donc là, qu'est-ce que j'ai comme information? J'ai vu une robot, j'ai vu un Sentry. Je me doute pas mal de ce qu'il est en train de faire. C'était un build assez populaire à HOTS. Dans le fond, c'est le Soul Build qu'on appelait. C'est beaucoup de Sentry,
des Immortals avec quelques Zealots, puis on fait un all-in sur 2 bases. Ouais, Donc, ouais, on le connaît bien, moi, ce build-là. On l'a expérimenté sur la 2. Moi, je me suis fait ramasser une couple de fois comme ça. Là. Exact. Puis dans le temps, c'était très très dur à arrêter parce qu'il n'y avait pas le fameux Ravageur. Ouais, pour briser le crowd control avec les Sentry. C'était incroyablement dur à arrêter. Fait que c'est à ce moment-là que tu as décidé de lancer ton Watch Warrant. Exact. J'ai lancé le Roach Warren. En fait, aussitôt que j'ai vu la robot, j'ai pris toutes mes gaz. Je vais même prendre mes gaz à la B3 dans pas très long. C'est vraiment une grosse réaction. Qu'est-ce que je veux faire avec ça? C'est beaucoup de ravageurs. Je vais faire peut-être une douzaine de roach, puis je vais arrêter là. Puis ces roachs-là, un peu plus tard, ils vont devenir tous des ravageurs. Puis mon but, ça va être vraiment de shut down une attaque ou d'attaquer s'ils attaquent pas. Donc, c'est ça. Puis avec les ravageurs, je vais faire des Zerglings pour tanky aussi. Vous allez tous voir ça dans pas très long. Puis, pour l'instant, c'est ça là. Habituellement, c'est ça. Avec le +1 qui est en train d'upgrader sur sa forge, il est censé faire un timing push sur 2 bases. Mais là, j'ai l'impression que, étant donné que j'ai bien scaté, il a comme changé son fusil d'épaule pour prendre une third. J'ai eu l'impression que c'était ça son mindset dans ce game-là. Mais en même temps, je peux pas rentrer dans la tête de l'adversaire totalement, donc c'est toujours un peu ambigu. Là, on voit qu'il y a déjà quand même un bon écart au niveau du supply. Ça, c'est dû à la macro? Ouais, exactement. En fait, lui, il s'est un peu tiré une balle dans le pied en mettant un canon, en mettant une forge et un canon, comme je disais. C'était très rapide, là. Il a mis la forge même avant son cybernétique. Donc ça ralentit la production de prod, ça ralentit la troisième Nexus, ça ralentit la tech aussi. Là. En fait, non, ça ralentit pas la tech, mais ça ralentit un peu qu'est-ce qu'il veut faire. Ouais, ça a un effet qui est de plus en plus important en fait sur le mid-game. Exact. Puis là, moi, on voit que en voyant cette build-là, j'ai pas eu peur de droner parce que je sais à peu près le timing il arrive quand. Puis là, quand j'ai vu qu'il posait sa third, j'ai décidé d'attaquer parce que j'avais fait des unités pour défendre. Mais t'avais pas encore vu qu'il y avait sa third dans le fond. Ça dans le fond, ton build, c'est vraiment, tu sais, si tu réagis à quelque chose comme ça, éventuellement, vers 6 minutes et demie, 7 minutes, il faut faire le petit push avec les roaches. Ben exact. Dans le fond, ces unités-là, je les avais faites pour défendre le push que je pensais qu'il allait arriver. Puis en voyant qu'il arrive pas, il faut que je fasse de quoi. Il faut pas que je reste chez nous avec ces unités-là. C'est un investissement que j'ai fait qui sera pas payant en late game. Parce que des roaches, des ravageurs en late game, c'est pas l'unité que tu veux vraiment pas. Donc faut que j'aille trader ça. Là, on va voir un premier bon engage quand même de ta part. Ouais, c'est sûr qu'il a été vraiment surpris là. Il a perdu 3 sentries immédiatement. J'aurais pu coucher mon avantage, mais je sais pas. Je suis un joueur quand même safe puis je dois avouer que. Tu avais éliminé aussi la plupart de tes ravageurs. Ouais, c'est ça, il avait pété mes ravageurs, puis je savais pas, on sait jamais qu'est-ce qu'il y a en arrière, est-ce qu'il y avait plus de sentry qui aurait pu cut mon armée. J'ai joué vraiment safe, c'est un peu mon gros défaut à StarCraft. J'aime trop le late game en fait. Je veux absolument aller late game, puis des fois, je retourne mon armée de bord quand je suis satisfait du dommage que j'ai fait, tandis que j'aurais pu juste coucher mon avantage. Ouais, exact, prendre la fenêtre d'opportunité, puis closer la game. Fait que là, t'as quand même une belle micro ici, là, tu sais, on sectionne toutes les units qui sont ici pour pouvoir au moins partir avec les gateways sans jamais réellement commit à la fight, dans le fond. Exact, c'est vraiment, j'essaie de gratter, parce que des force fields, faut vraiment respecter ça, ça peut retourner une situation, les Immortals aussi. Ouais, puis, je sais que, peut-être que vous l'avez pas vu, mais j'ai fait un petit run-by en même temps que j'attaquais. Puis là, c'est en train de dévaster son économie totalement dans la main. Puis c'est ça, je suis pas pressé, moi, j'aurais pu prendre une 4e base en arrière, mais j'ai fait un misclick puis ça l'a pas fait. Mais ça, c'est des petits détails, c'est pas important. Alright. Fait que c'est ça, on peut voir, tu y vas juste pour gratter, lui, il lance sa tech Colossus, là, mais je pense que c'est vraiment ton petit, comme tu disais, ton petit run-by, là. Puis en plus, il y avait un Zealot puis un canon, fait que j'imagine qu'ils se sont déplacés. Une petite erreur de sa part, là, de ne pas les avoir mis sur hold position.
Il a probablement fait un F2 panique quand il a vu que je l'attaquais. Ça, c'est vraiment... pour les nouveaux joueurs, je conseille fortement de désactiver le F2. Ça va vraiment vous aider plus tard. Ouais, donc on va juste laisser. Fait qu'on peut voir que tu essaies de séparer un peu ton pack de roach en prenant en compte que tu seras pas capable d'aller le chercher. Je pensais que t'allais faire une petite tactique sur la côté, là. C'est ça, ben, en fait, je respecte vraiment les Immortals. J'ai joué pas mal Protoss ces derniers temps, puis j'ai vraiment vu la puissance des Immortals bien utilisée. Parce qu'on peut voir que t'as au moins presque le double de son army supply, mais t'as peur d'y aller, là. Les sentries, bien couper ton armée en deux, là, ils seraient capables de te la manger 2 fois, dans le fond. Ouais, exactement. J'aurais pu faire un gros surround par la gauche, exact. Mais ça, j'ai pas joué parfaitement non plus. Là. En fait, c'est pour montrer aussi que, vu que j'ai pas été décisif comme ça, ben là, check, le Colossus, il arrive, il fait quand même du dégât. Puis là, le Protoss, il me gratte des units. Lui, je pense à V3, mais c'est parce que j'ai pas été décisif avant ça que la game... T'as perdu beaucoup d'army supply, là. T'étais à 120 contre 60, lui, il a stabilisé à 60, puis t'as droppé jusqu'à 80 presque. La fenêtre d'opportunité s'est refermée. T'as quand même pris un Nexus, ça, c'est quand même bien aussi. Oui, exact, c'est quand même bien, mais Malheur était quand même très late. Côté tech, j'ai pas d'upgrade. Je pars mon plus... en fait, oui, j'ai mon plus 1 de melee, mais il m'a pas trop servi. Lui, il a son plus 2 d'attaque qui va bientôt finir. Il y a des Colossus. Côté tech, le Protoss, il est quand même bien. Là. Il y a des bonnes unités de tier 3. Là. On the way, double Colossus production. Moi, ma réponse, ça va être Spire. J'ai des corrupteurs on the way. Fait que c'est vraiment... Ce game-là, c'est vraiment... Je voulais montrer surtout l'adaptation, puis le fait de pas être décisif en early game, ben ça a fait rallonger la game, puis ça donnait des chances au Protoss, veut pas. Ok, fait que si tu aurais un petit truc à donner pour le début de game, là, pour les joueurs, dans le fond, c'est si tu fais des units et tu décides d'attaquer, éventuellement, faut que tu committes à une attaque ou que tu te retournes sur ta macro puis tu prends plein de bases, là. Exact, en fait, c'est vraiment d'être décisif. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand tu committes à faire quelque chose, faut pas que tu le fasses à moitié, genre. Faut pas que tu fasses « Ah, je vais faire une attaque, mais je vais faire des drones. » Ou si tu décides d'attaquer, faut que tu le tues là, parce que t'as fait les pas pour te rendre là. C'est ça, surtout Zerg, là, c'est vraiment... Faut que tu prennes un choix clair et précis, là. C'est pas « Je vais faire une semi-attaque, je vais semi-droner. » Non, ça marchera jamais, là. Puis on le voit, là, des fois, on a des slumps... puis là, on le voit, là, on fait des espèces de choix, mais comme un peu safe, puis c'est jamais bon de faire ça en Zerg. Puis quand on parle de fenêtre d'opportunité, ça dure pas longtemps non plus. On a vu, tu sais, en dedans d'une minute, la situation a changé, puis là, c'est plus du tout la même chose. Là. Exact, il y a eu un compte d'Immortal sur 2 robots qui a grandi, un compte de Sentry aussi qui a grandi. Puis là, moi, je peux pas headbutt là-dedans, là, absolument pas. Là. On va juste leur montrer, là, pour finir de... voyons, de ce que tu nous parlais, c'est ça, tu sais, un petit peu les Zerglings, ça pisse tranquillement pas vite. Oui, tu tues les gateways, mais t'as pas tué d'unité, alors lui, t'as tout passé le dernier 30 secondes à utiliser le DPS de son armée sur la tienne. Exact. Puis, en fait, qu'est-ce qui est bon là-dedans, c'est sûr, j'ai perdu beaucoup de lignes et de roach, mais mes ravageurs, j'ai essayé de les garder en arrière, c'est eux autres la vraie value. Puis, c'est vraiment les unités qu'il faut que tu sauves, parce que tu sais, dans le fond, c'est ce que tu as investi avec le plus de gaz, puis tu voulais pas le gaspiller comme ça au début de la game. Exact. Parfait. Bon, ben écoute, je pense que ça fait le tour de comment faire ce petit build-là. Alors, juste pour voyons, revenir un petit peu sur qu'est-ce qui s'est passé dans celui-là. Alors, on a fait un 17 hatch, 17 gas, 17 poules. Puis c'est vraiment une fois que tu as vu la forge que là, tu as décidé, ok, bon, mais je vois grosse réaction avec les roach, les ravagers. Ben, en fait, j'ai vu la forge. À partir de la forge, j'ai pas fait une réponse dans ma tête. Ben, j'ai pas fait une réponse instantanée. J'ai juste mis dans ma tête l'option que ça peut être un plus 1 d'attaque et un timing. Okay. Un timing all-in. Je me suis juste mis l'option. Puis après ça, j'ai confirmé plus tard avec mon Overlord. J'ai scanté une robot. Là, je savais, ok, la robot avec le timing qu'elle avait était quand même très rapide. Ça sera pas des DT, ça sera pas un Warp Prism probablement. Ça aurait pu, mais
avec la forge, j'ai mis comme les morceaux du casse-tête ensemble. Je me suis dit, ça va être des Immortals. Puis, en plus, j'ai vu un Sentry. Les Protoss vont pas Sentry s'ils vont détruire. C'est comme, ça coûte trop cher de gaz, ça délai ta tech. Fait que j'ai mis les pièces du casse-tête ensemble, puis ma réponse, ça a été de prendre toutes mes gaz, immédiatement, dropper le Roach Warren, pour faire vraiment des ravageurs. Ok, alright. Bon, mais écoute... Ravageurs Zergling. Excuse-moi, Zako, j'ai pas entendu la dernière chose que t'as dit. C'est ça, dans le fond, la réponse quand vous voyez que le gars va robot avec Sentry, tant qu'à moi, c'est Ravageur avec beaucoup de Zergling. Puis après ça, vous vous adaptez, là, tu sais. Vous restez pas sur ce compo-là toute la game si ça fonctionne pas. Hein. Alright. Parfait. Donc là-dessus, on va remercier Dice Acro d'être venu nous rendre visite à l'émission ce soir pour le 2e épisode de La Baraque. Mm-hmm. Merci beaucoup Dice Acro d'avoir été avec nous ce soir. On voudrait également remercier les téléspectateurs pour les gens qui sont sur YouTube et qui nous regardent. Hein. Eux autres aussi prennent leur temps. Alors merci de nous regarder. Sur ce, on n'oublie pas justement de liker la vidéo si vous avez aimé le contenu. Et si jamais vous voulez voir des améliorations, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. On vous lit à chaque semaine. Oui. Et ensuite, on suit aussi sur les réseaux sociaux, Facebook entre autres. On a la Team Illogical sur Facebook et le Hub StarCraft sur Facebook également. Et le mot de la soirée, Xanatos. Je vous dirais aller follow le Twitch de Dice Acro. Merci beaucoup encore d'avoir passé, Frank. Ouais, merci les gars. Merci beaucoup les gars, c'était vraiment nice. Alright, alors sur ce, on se voit au prochain épisode de La Baraque. Jusqu'à là, man, continuez à jouer des Everheart. Ciao, bye les boys. Ciao.